l'Iran a de nouveau rompu la trêve avec les États-Unis d'Amérique et a de nouveau attaqué des pétroliers dans le détroit d'Ormuz, déclarant une fois de plus sa fermeture. Et cela malgré le fait que les parties auraient précédemment convenu de poursuivre les négociations dès le 11 juillet. Et voilà que Donald Trump menace à nouveau l'Iran de régler l'affaire sans aucune négociation, c'est-à-dire de reprendre la guerre. Parallèlement, Donald Trump et Benjamin Netanyahou essaient d'améliorer leurs relations. La veille, ils ont eu une nouvelle conversation téléphonique au cours de laquelle Benjamin Netanyahou a soudainement appelé Donald Trump à remettre à sa place le président turc Recep Tayyip Erdoğan lors du sommet de l'OTAN qui a débuté aujourd'hui à Ankara. Pendant ce temps, dans la capitale syrienne, à Damas, de puissantes explosions ont retenti juste devant l'hôtel où séjournait le président français Emmanuel Macron, qui s'est rendu pour la première fois en Syrie pour rencontrer le président local, Bachar el-Assad. On attribue actuellement à la Syrie le rôle du pays qui devra régler la question du Hezbollah au Liban, car dans le cadre de l'accord entre Donald Trump et l'Iran, Israël doit retirer ses troupes du pays voisin. Mais il est évident que la Syrie n'agira pas sans l'approbation de la Turquie, parce qu'il existe un certain protectorat d'un pays sur l'autre, et il est évident qu'à l'époque, Recep Tayyip Erdoğan a aidé le mouvement de Bachar el-Assad à prendre le pouvoir. Bref, comme vous l'avez compris, toutes ces histoires sont liées entre elles, et ensemble nous allons non seulement en discuter, mais aussi essayer de démêler tout cet imbroglio moyen-oriental. Je m'appelle Alexei Pesci, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche, de mettre un j'aime et d'écrire votre commentaire sous cette vidéo. Merci. Ainsi, alors qu'un avion transportant le président américain Donald Trump atterrissait à Ankara, l'Iran a violé l'accord de cessez-le-feu conclu avec lui. Le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a attaqué aujourd'hui 2 navires marchands avec des missiles dans la région du détroit d'Ormuz, et ce, malgré le cessez-le-feu avec les États-Unis. Axios et le Wall Street Journal ont rapporté cette information. Les 2 navires ont subi d'importants dégâts, mais heureusement, il n'y a pas eu de victimes parmi les équipages. L'un des navires attaqués s'est avéré être le méthanier qatari Al-Rekayad, qui transportait du gaz naturel liquéfié. Avant l'attaque, des représentants du corps des gardiens de la révolution islamique ont exigé par radio que les pétroliers n'utilisent pas les routes près des côtes d'Oman, mais naviguent uniquement dans les eaux contrôlées par les combattants du régime de Téhéran. Bien que dans le cadre de l'accord avec Trump, je le rappelle, l'Iran avait promis la libre circulation des navires dans tout le détroit, absolument partout. De plus, l'agence britannique de sécurité maritime a rapporté que mardi matin, près des côtes d'Oman, un pétrolier a pris feu après avoir été attaqué par des assaillants non identifiés. Ce qui s'est passé met en danger le mémorandum sur la cessation de la guerre entre les États-Unis et l'Iran, dans le cadre duquel Téhéran avait également accepté de cesser complètement les attaques contre les navires dans le détroit d'Ormuz. Mais comme on le voit, ce point ne marche pas. Cet accord a été signé par les parties le 18 juin. Il prévoit un cessez-le-feu de 2 mois et ouvre également la voie à des négociations sur un accord global pour une fin totale et complète de la guerre. Dans le même temps, les parties ont déjà échangé des frappes malgré ce cessez-le-feu. Les États-Unis ont attaqué des sites en Iran 2 nuits de suite. Les 27 et 28 juin, le commandement central de l'armée américaine a alors qualifié cela de réponse à l'agression iranienne contre des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. Mais il est aussi connu que les Iraniens ont attaqué les bases américaines à Bahreïn et au Koweït.
Après cela, les parties m'ont convenu de ne pas entraver la navigation dans le détroit et les Américains ont levé le blocus. Mais comme vous pouvez le voir, tout cela ne dure pas longtemps. De nouvelles attaques ont eu lieu justement au moment où les navires ont commencé à utiliser plus activement la route maritime. On pensait qu'un accord avait été trouvé pour enfin ouvrir le détroit d'Ormuz à la libre circulation, mais ce n'était pas le cas. Selon la société de conseil Vortex, en juin jusqu'à 4,7 millions de barils par jour traversaient le détroit, contre 2 millions de barils en mai. Autrement dit, il semblerait que les volumes de transport aient presque été multipliés par 2,5. De plus, depuis le début du mois de juillet, le flux de pétrole a atteint environ 40% des niveaux d'avant-guerre. Autrement dit, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une exponentielle croissante. Comme l'a noté le Wall Street Journal, c'est une reprise rapide du marché pétrolier. La conclusion d'un accord entre les États-Unis et l'Iran a réduit la capacité de Téhéran à menacer l'économie mondiale et l'a privé de levier lors des futures négociations. C'est pourquoi l'Iran, apparemment, a décidé de reprendre en main ce levier de pression. Surtout quand il était devenu clair que les Américains ne réagissaient même pas activement aux provocations iraniennes. Mais par exemple, cette fois-ci, en réponse à l'attaque des Iraniens dans le détroit d'Ormuz, le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré une fois de plus qu'il y aurait soit un accord avec l'Iran, soit que l'armée américaine, comme il l'a dit, mènerait l'affaire jusqu'au bout. Autrement dit, une nouvelle menace de reprise de la guerre. À la Maison-Blanche, on estime que Téhéran fait preuve d'intransigeance, surtout après les funérailles de l'ayatollah Ali Khamenei assassiné. Les négociations indirectes entre les États-Unis et l'Iran se sont terminées la semaine dernière sans aucun progrès visible, et les parties ont convenu de se rencontrer à nouveau le 11 juillet. C'est dans ce contexte qu'a eu lieu un appel téléphonique entre Trump et Netanyahou, qui, comme on le sait, prône une approche plus ferme envers l'Iran. Mais cette fois, la conversation a pris une toute autre tournure. Selon des responsables israéliens et américains, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, dès vendredi, s'est plaint au président Trump de l'escalade de la rhétorique anti-israélienne du président turc Recep Tayyip Erdogan. Selon les responsables, Netanyahou a également demandé à Trump, qui doit rencontrer Netanyahou lors du sommet de l'OTAN à Ankara aujourd'hui même, de s'abstenir de vendre des systèmes d'armement qui aideraient la Turquie à moderniser ses forces aériennes. La tension entre Israël et la Turquie a fortement augmenté au cours des 2 dernières années sur fond de guerre dans la bande de Gaza et maintenant en Iran. Mais Trump a maintenu des liens d'amitié étroits à la fois avec Netanyahou et avec Erdogan, c'est-à-dire avec un allié clé des États-Unis et un médiateur régional. Et Trump ne peut pas non plus se passer d'Erdogan. La position de Netanyahou à Washington s'est affaiblie ces derniers mois, à cause de la guerre avec l'Iran, qui a fait chuter la cote de popularité de Trump et divisé ses partisans du mouvement MAGA. Il reste incertain à quel point Netanyahou conserve de l'influence, en raison à la fois des relations étroites de Trump avec Erdogan et des avantages financiers liés à la vente d'armes américaines à la Turquie, c'est-à-dire la flotte. C'est-à-dire, il se peut que Trump entretienne toujours des relations très étroites avec Netanyahou, il se peut que Netanyahou ait encore de l'influence sur le président américain. Mais ici, Trump peut dire « Désolé, ce n'est que du business. De quoi s'agit-il » On sait déjà qu'à l'ordre du jour de la rencontre entre Trump et Erdogan figure un contrat de 700 millions de dollars pour la fourniture de nouveaux moteurs pour les chasseurs turcs, ainsi que la possibilité d'un retour. Le deuxième. De la deuxième plus grande armée de l'OTAN, c'est-à-dire l'armée turque, dans le programme des chasseurs F-35. Je rappelle que la Turquie a été exclue du programme F-35 en 2019 après avoir acquis le système de défense aérienne russe S-400 qui, selon les responsables américains, pouvait compromettre la sécurité du chasseur avancé F-35. Voilà, c'est à peu près ça. La défense anti-aérienne est russe et les chasseurs américains, ce qui ne va pas et crée une situation très dangereuse. Le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, a déclaré la semaine dernière que le Pentagone enquêtait sur la possibilité de vendre des F-35 à la Turquie, bien que ce pays détienne un système de défense antimissile russe. Écoutez maintenant cette citation de J.D. Vance. « Il y a des faits que nous devons vérifier pour qu'elles soient conformes à la législation. Le président nous demandera de le faire. »
En langage clair, cela signifie qu'Ankara a accepté la veille de neutraliser ce système de défense aérienne S-400 ou même de le vendre à quelqu'un d'autre. Et pour qu'au final, il n'y ait plus d'armes russes dans le pays au moment de la livraison des chasseurs F-35. Erdogan a accepté cela. Mais pour le Pentagone, il est évident que les ventes potentielles d'armes sont inextricablement liées à la position de plus en plus hostile du gouvernement Erdogan envers Israël. La semaine dernière, Erdogan a qualifié le sionisme, je cite, d'idéologie génocidaire et a suggéré qu'il représente une menace pour la survie même de la Turquie. Il affirme que le sionisme menace déjà la Turquie. De plus, le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a encore aggravé la situation. Il a qualifié le gouvernement israélien, je cite, de fardeau que l'humanité ne peut plus supporter et de problème pour le monde entier, appelant également à l'imposition de sanctions internationales contre Israël. Et voici ce qu'a déclaré un responsable américain à l'issue de la conversation entre Trump et Netanyahou. Je cite. Netanyahou s'est plaint à Trump d'Erdogan et a laissé entendre qu'il souhaitait que le président américain mette le dirigeant turc au pas. Netanyahou a fait une demande et le président en a tenu compte. C'est pourquoi le président a pu transmettre à Erdogan un message du genre « Eh, pourriez-vous calmer un peu la situation ? Mais c'est comme ça. » Eh bien, apparemment, en laissant entendre qu'il pourrait peut-être adoucir sa rhétorique, mais très probablement, les affaires sont les affaires et les F-35 seront quand même vendus. Dès lundi, Netanyahou a déclaré publiquement, je cite, pour le régime d'Erdogan contaminé par les frères musulmans, un mouvement extrémiste. Détestant l'Amérique, je ne pense pas qu'ils devraient recevoir des F-35 ou des moteurs pour leurs chasseurs, parce que cela romprait l'équilibre des forces au Moyen-Orient, qui est garanti par la supériorité aérienne d'Israël et la position de l'Amérique. Mais Netanyahou a des problèmes. De nombreux responsables américains, y compris J.D. Vance, ont accusé Netanyahou d'avoir fait des prévisions trop optimistes concernant la guerre avec l'Iran, qui ne se sont jamais réalisées, disant que c'est Netanyahou qui a trompé Trump, que Trump s'est laissé avoir, pensant qu'en 2 ou 3 semaines, il allait vaincre l'Iran et que tout irait bien. Et apparemment, c'est Netanyahou qui lui a soufflé ses idées, mais tout cela ne s'est pas réalisé. Et maintenant, on s'attend à ce que le Premier ministre d'Israël se rende à la Maison-Blanche à la fin de ce mois. Allahu Akbar, Daniel Fyodorov, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. صور قنصار انفجار ثاني. Allahu Akbar. Dans la capitale syrienne, Damas, une série d'explosions a retenti près de l'hôtel où séjournait le président français Emmanuel Macron lors d'une visite officielle. Les médias syriens ont immédiatement déclaré qu'il pourrait s'agir d'une tentative d'attentat contre le président français. Selon des sources au sein des services de sécurité, les explosions ont eu lieu peu avant minuit, heure locale. Les forces de l'ordre ont aussitôt bloqué les routes et renforcé la sécurité. Des témoins disent avoir entendu plusieurs explosions, puis vu de la fumée s'élever du lieu de l'incident. Selon les premières informations, plusieurs engins explosifs auraient explosé à proximité immédiate du lieu de résidence du dirigeant français, apparemment placé dans une voiture. Plus tard, l'administration du président français au palais de l'Élysée a précisé qu'Emmanuel Macron lui-même n'avait même pas entendu les explosions, car au moment de l'incident, il ne se trouvait pas à l'hôtel, mais se rendait à une réunion prévue, avec le dirigeant syrien Ahmed Ash-Charai. Je rappelle qu'Emmanuel Macron est arrivé en visite officielle à Damas, où il doit mener des négociations avec le président syrien Ahmed Ash-Shara. Au cours de la rencontre, les parties discutent des questions de sécurité, de l'investissement de la société Total Energies, ainsi que du retour des artefacts culturels syriens. Je rappelle que la capitale syrienne avait déjà reçu la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Mais pour les États-Unis d'Amérique et l'Europe, il y a actuellement une question encore plus urgente liée à la Syrie. Déjà à la fin du mois de juin,
Donald Trump a surpris de nombreux hommes politiques et experts au Moyen-Orient en proposant une approche alternative à la guerre d'Israël contre le Hezbollah au Liban. Et sur fond de mécontentement de la Maison-Blanche face à la campagne israélienne qui s'éternise, il a suggéré que la lutte contre le Hezbollah, groupe soutenu par l'Iran, pourrait être prise en charge par la Syrie. Ainsi, selon l'idée de Donald Trump, les rebelles islamistes aguerris, qui ont renversé il y a 1 an et demi le président autoritaire de la Syrie, Bachar el-Assad, et formé un nouveau gouvernement, pourraient n'en repousser le Hezbollah plus efficacement que ne le fait l'armée israélienne. Et l'armée israélienne, selon l'accord entre les États-Unis et l'Iran, devrait simplement se retirer du Liban et retirer ses troupes. À Damas, ces déclarations ont été reçues avec prudence. Le président syrien Ahmad Achara a affirmé ne pas vouloir intervenir dans la guerre contre le Hezbollah au Liban. Il affirme également que les propos de Trump ont simplement été mal interprétés. Mais malgré cela, le président américain a réaffirmé sa position et a continué à avancer publiquement cette idée. Et pourtant, l'armée syrienne a commencé le déminage des territoires frontaliers avec le Liban. Et la question est, pourquoi ? Eh bien, je pense que c'est une question rhétorique. La simple perspective d'une invasion du Liban par la Syrie a déjà, bien sûr, suscité de l'inquiétude à Beyrouth. On observe également de l'inquiétude en Israël, qui se montre méfiant envers le nouveau gouvernement islamiste d'Achar. Après son arrivée au pouvoir, Israël d'ailleurs s'est emparé d'une bande de territoire dans le sud de la Syrie. Et c'est ici que tout devient vraiment intéressant. La Syrie est également devenue le théâtre de tensions croissantes entre Israël et la Turquie. Ankara est l'un des principaux alliés du gouvernement d'Achar, tandis qu'Israël et la Turquie cherchent à limiter l'influence l'un de l'autre dans ce pays, c'est-à-dire en Syrie. Et voici ce qui est important. En juin, en marge du sommet du G7, qui s'est tenu justement en France, Donald Trump a exprimé son mécontentement face à la durée trop longue de la guerre d'Israël contre le Hezbollah et au grand nombre de victimes qu'elle entraîne. Trump a vivement critiqué la destruction totale de quartiers entiers par les Israéliens, sous prétexte que des membres du Hezbollah s'y trouvaient, entraînant la démolition de nombreuses maisons. Les militaires israéliens affirment qu'ils empêcheront le retour des civils dans le sud du Liban. Autrement dit, on vide simplement la zone. Mais selon Trump, la Syrie pourrait gérer cela bien mieux. Et voici une citation de Donald Trump. « Il n'est pas nécessaire de démolir un immeuble à chaque fois que vous cherchez quelqu'un, parce que dans ces immeubles, il y a beaucoup de gens. Et ils ne sont pas tous du Hezbollah. J'ai proposé à Israël de laisser la Syrie s'occuper du Hezbollah, parce que honnêtement, je pense qu'il s'en sortirait mieux. » En réponse, le président syrien Akra a déclaré, je cite, « Il y a des gens qui répandent des rumeurs selon lesquelles la Syrie interviendrait dans les affaires du Liban. Ce n'est pas vrai. » Trump a parlé du rôle de la Syrie dans la recherche d'une solution sûre et pacifique, mais cette déclaration a été mal interprétée. Comme si la Syrie allait envahir le Liban demain matin. La Syrie a présenté aux États-Unis notre proposition de solution, qui consiste à mettre fin à la guerre et à éliminer les conséquences négatives pour le Liban et la Syrie, ainsi qu'à rechercher d'autres solutions économiques, politiques et sociales. Il semble donc qu'Emmanuel Macron ait également pu rejoindre les tentatives de convaincre Achra de s'impliquer dans la guerre contre le Hezbollah. Mais ici, beaucoup de choses, voire tout, dépendront du fait que le président turc Recep Tayyip Erdoğan soutienne ou non cette idée. Et il peut soutenir cette idée et même convaincre le président syrien Achra de se ranger du côté des États-Unis d'Amérique et, finalement, pousser l'armée syrienne à vraiment commencer à combattre le Hezbollah. Mais seulement si Donald Trump réintègre la Turquie dans le programme F-35, qu'il vende des moteurs pour les chasseurs turcs, etc. Donc tout dans cette histoire est déjà très fortement lié, même si à première vue, cela peut ne pas sembler lié du tout. Mais comme vous le voyez, toute cette histoire est entrelacée. Et je pense que j'ai réussi à la démêler un peu et à mettre de l'ordre dans ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche. Et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous, salut.